Bienvenue dans ce podcast où l'on va parler d'intelligence économique et des défis qu'elle rencontre aujourd'hui en France. On vit dans un monde où l'information circule à une vitesse folle, où la compétition économique est de plus en plus rude. Pourtant, en France, on a encore du mal à décloisonner les disciplines et à faire travailler ensemble les acteurs publics, privés et universitaires. Ce manque de transversalité nous freine, que ce soit pour nos entreprises ou pour l'État, et nous empêche de développer une vraie stratégie dans un contexte de guerre économique. L'enseignement en France est encore très rigide, avec des disciplines qui fonctionnent en silo et qui ne communiquent pas assez entre elles. Or, l'intelligence économique, c'est avant tout une affaire d'intelligence collective. Il faut faire dialoguer les secteurs publics, privés et universitaires pour construire de vraies stratégies. Si on ne décloisonne pas ces mondes, on passe à côté des outils essentiels pour rester compétitif et souverain. On va repartir alors dans le passé, dans l'histoire de l'enseignement en France, dans l'objectif de comprendre ce qui nous a bloqués, de mieux adresser les problématiques, voire même de repenser des changements en profondeur. D'où la structuration de cet entretien en 3 grandes parties. D'abord, on reviendra rapidement sur les concepts d'intelligence économique, de guerre économique et la centralité d'intégrer la multidisciplinarité. Puis, on reviendra sur l'histoire française de l'enseignement, ses méthodes et la culture qui est associée. Et finalement, on adressera les solutions en tout ou partie pour ramener l'idée d'une transdisciplinarité nécessaire dans l'enseignement et dans la société en général. Bon visionnage à tous. Bonjour Monsieur Arbulot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour Zolti. Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes fondateur de l'école de guerre économique, vous êtes pionnier de l'intelligence économique en France et en Europe, et vous avez aussi fondé le centre de recherche 451, rallié à l'école de guerre économique. On va très probablement revenir sur votre parcours le long de cet entretien. Alors, on voulait commencer avec une première question. Pour notre public, les étudiants et pour les plus intéressés généralement, pouvez-vous redéfinir ce concept d'intelligence économique ? Alors, la première définition officielle, elle est dans le rapport Martre de 1994. Et cette définition, elle tourne autour du cycle du renseignement. C'est-à-dire qu'il y a les mots-clés, c'est orientation, recherche, exploitation de la recherche et diffusion de l'information utile pour le développement des entreprises. Alors pourquoi ce cycle du renseignement apparaît-il dans la première définition ? Parce que en fait, c'est une manière de se limiter dans la démarche initiale. On ne nous a pas permis, au commissariat du plan à l'époque, d'avoir une ambition plus forte. Quand je dis ambition plus forte, c'est-à-dire d'essayer de définir l'expression intelligence économique en la mettant au niveau de la stratégie. Donc on est redescendu au niveau fonctionnel, au niveau de l'usage. Donc ça, je renvoie, tout le monde peut consulter le rapport Martre, il est téléchargeable en ligne, gratuitement, par Internet. Je crois que c'est pas inintéressant quand même d'aller jeter un œil. Pour les auditeurs, on essaiera de le mettre en description. Voilà, pour qu'ils se rendent compte, même dans les annexes, il y a des choses assez intéressantes. Si j'en arrive à aujourd'hui pour faire un saut dans le temps en 2025, l'intelligence économique aujourd'hui, c'est de plus en plus, d'une certaine manière, ce qu'on appelle le management de l'information, c'est-à-dire comment une entité, que ce soit une entreprise, que ce soit des gens dans une administration, voire des gens dans la société civile, recherche et utilise l'information pour assurer le développement de leur structure dans un cadre qui peut devenir de plus en plus conflictuel. Alors, c'est vrai que c'est une expression qu'il a été difficile de rendre accessible pour une raison très simple, c'est que au départ, on pensait faire un rapport sur un aspect qui était plutôt le renseignement économique. Le commissariat du plan nous a interdit d'utiliser cette expression. Renseignement économique ? Absolument. Et donc on s'est dit, comment on va faire pour trouver une expression qui permette quand même de garder un aperçu sur ce qu'on appelle d'un côté les sources fermées et de l'autre côté les sources ouvertes. Sources fermées. On définit plusieurs couleurs de renseignement, de ce que j'ai compris. Oui, exactement, vous avez tout à fait raison. Blanc, gris, noir, etc. Enfin, pour l'information. Le noir étant
théoriquement ce qu'on appelle la partie illégale dans l'activité du renseignement, et là on va parler par exemple d'espionnage industriel, si on est sur le terrain économique. Le gris, c'est ce qui est très mal défini, ce qui permet en fait toutes les démarches de ruse possibles et imaginables sans être forcément accusé de transgresser la loi. Et le blanc, c'est tout ce qui est accessible et qu'on recueille de manière gratuite ou payante. Bon. Donc, on est, si vous voulez, resté sur une approche imparfaite du sujet. Alors pourquoi une approche imparfaite du sujet ? Parce qu'en fait, l'envie de faire ce rapport, au départ, c'est surtout de prendre en considération l'état du monde durant les années 80. C'est-à-dire au moment où la guerre froide se termine. Et de dire, il y a un problème majeur là, c'est qu'on n'analyse pas assez les rapports de force entre puissances sous l'angle de l'économie. Et on ne l'analyse pas assez. Pourquoi ? Parce que durant toute la guerre froide, on avait gelé le sujet. C'est-à-dire, on était sur une lecture idéologique entre blocs. Bloc communiste d'un côté, bloc capitaliste de l'autre. Et à partir de là, si je prends le bloc capitaliste, pour schématiser un peu les choses, il n'était pas recommandé de faire état des contradictions à l'intérieur de ce bloc. C'est-à-dire qu'il y avait des intérêts de puissance divergents sur l'économie. Oui, il fallait apparaître uni de toute façon. Voilà. Donc il y a eu une espèce d'autocensure ou d'omerta, peu importe le terme, pour ne pas aborder ces questions-là. Si vous lisez attentivement Raymond Aron, si vous lisez tout ce qu'il écrit sur la stratégie, ça va être compliqué dans Raymond Aron de voir apparaître les divergences d'intérêts entre des puissances du même bloc occidental sur le terrain économique. Ce qui a évacué aussi une autre dimension que j'estime toujours très importante, qui est, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire accroître une puissance par l'économie ? Donc tout ça, si vous voulez, c'était banni du mode de pensée, banni du vocabulaire, et ce qui explique qu'entre 92 et 94, quand on a travaillé ce rapport Martre, on n'a pas pu aller dans ces directions-là. Et c'est très pénalisant, parce qu'en n'allant pas dans ces directions-là, on s'est coupé même de bilans relativement récents précédant le rapport Martre. Qu'est-ce que j'appelle bilan récent précédant le rapport Martre ? C'est ce que De Gaulle avait fait entre 58 et 65. C'est-à-dire qu'entre 58 et 65, De Gaulle a réellement impulsé une politique visant à accroître la puissance de la France par des logiques économiques. On reviendra dessus tout à l'heure, enfin Léopold. Mais j'insiste sur ce détail, oui, c'est-à-dire, comprenez bien, parce que on n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire. Et en ne pouvant pas faire ce qu'on voulait faire, on s'est réduit considérablement le champ de vision et on s'est rabattu plutôt sur une approche très outil et méthodologie, comment utiliser l'information. Mais pas en leur resituant tout ça à niveau stratégique. Ça m'amène à ma deuxième question, c'est le facteur de transdisciplinarité que vous abordez en sous-jacent. Est-ce qu'il est nécessaire pour produire une intelligence collective et économique en fait ? Il est clair que on ne peut pas travailler sur l'information sans être transdisciplinaire. Ça apparaît, mais dans quasiment tous les dossiers dits d'intelligence économique. Alors, si je prends un exemple très clair, on travaille sur un appel d'offres dans un pays donné, pays compliqué, par exemple ce qu'on appelait une économie émergente. Il y a des jeux locaux à identifier. Si je prends un pays, par exemple, comme l'Inde, l'Inde est un pays archi-corrompu, mais sur les contrats d'armement, par exemple, le gouvernement indien se fait fort de dire à telle entreprise « je ne vous prends pas parce que en analysant ce que vous faites à l'international, là, dans tel pays, vous avez corrompu tel gouvernement, donc vous sortez de l'appel d'offres ».
Alors, déjà, ça demande une recherche, une analyse en fonction du fonctionnement très paradoxal d'un pays. Inde, pays corrompu, tous les gens du monde industriel le savent, mais c'est pas parce que le pays est corrompu qu'il ne va pas, lui, pour des raisons qui lui sont propres, fixer des règles très importantes sur le respect de règles anticorruption lorsqu'il veut acheter des produits industriels à une entreprise étrangère à qui il va imposer une rigueur très très forte sur le respect des règles anticorruption. Donc ça implique déjà une finesse, ça implique une transdisciplinarité, parce que vous avez bien compris que si je m'arrête Inde, régime démocratique, règles anticorruption très fortes, et que je ne travaille que sur cet axe-là, je vais passer complètement à côté des jeux cachés, puisqu'il y a de la corruption, parce qu'il y aura des jeux d'influence qui vont jouer de cette corruption, et que dans l'attribution des appels d'offres, bien entendu, dans les jeux cachés, ça sera un élément qui va être non négligeable dans le résultat final. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est pour ça la transdisciplinarité, pour moi, elle est essentielle, c'est que ce n'est pas simplement un problème de vente de produits industriels. Il peut y avoir des problèmes géopolitiques, il peut y avoir des problèmes où, maintenant ça devient d'actualité, si j'achète un appareil, un avion de combat par exemple, et que la technologie qui est au cœur du fonctionnement de cet avion de combat, elle peut être indirectement contrôlée par l'industrie et le pays, le F-35, c'est le débat au cours du F-35 aujourd'hui. J'ai un F-35, mais tiens, je ne peux pas utiliser ça ou ça. C'est pour ça qu'ils nous ont acheté des Rafales, au final. C'est parce qu'on avait pas ce genre de clause. Donc, si on n'a pas une approche transverse, en intégrant tous ces éléments-là, on peut aller dans une seule direction, oublier les autres et avoir de très mauvaises surprises à l'arrivée. Cette transversalité, elle est, donc on comprend, nécessaire, autant sur le plan compétitif pour les entreprises, mais elle l'est aussi dans le champ universitaire. C'est aussi là où on va créer de la pensée. Et nous, on va un petit peu revenir dans l'histoire, aux racines de peut-être la rigidité française sur le plan de la transversalité des disciplines et de la pensée. Il y a 3 éléments sur lesquels on voulait revenir. Le premier, c'est la création de l'université impériale, sous Napoléon, qui réorganisait les facultés en disciplines. Et donc, c'est une organisation qui forgeait donc, les carrières des étudiants dans des disciplines assez cloisonnées. Et le deuxième élément, c'est l'école républicaine de Jules Ferry, au début de la Troisième République. Elle est, c'est l'enseignement primaire et secondaire. Et c'est une révolution, évidemment, à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde. Mais c'est aussi un outil politique. Un outil de formation républicaine. Il fallait former des petits républicains dans un cadre où finalement il y a 2 échecs de la première et de la deuxième. Il y a encore une partie de la population assez importante qui se revendique de la monarchie. Pour imposer, pour créer ça, cette dynamique-là, il fallait créer un roman national. Et ce roman national-là, il implique une forte homogénéité, ce qui peut aussi cloisonner la vision et sanctuariser les disciplines. Et le troisième élément, c'est la dualité entre les grandes écoles et l'université, qui trouve aussi sa genèse sous Napoléon. C'est donc 2 systèmes parallèles, parfois, souvent, qui sont imperméables l'un à l'autre, et avec peu de passerelles encore aujourd'hui. Et s'il y a peu de passerelles, il y a donc aussi une étanchéité sur le plan de la recherche scientifique d'un côté avec l'université, donc la recherche scientifique molle ou dure, et de l'autre côté, R&D, avec plutôt les grandes écoles. Donc tout cela, ça va s'ancrer durablement dans la culture de l'enseignement en France et dans nos traditions, dans notre manière de fonctionner. D'ailleurs, vous le dites très bien dans La France dit non, que vous avez écrit avec le général Jean Pichot Duclos en 99, vous disiez « Tout a changé si vite que d'obsolète, elle est devenue contre-productive, d'autant plus que le système éducatif hérité de la Révolution, via l'Empire et la Troisième République, l'a appliqué et l'applique encore à nos enfants avec une ferveur quasi idéologique. C'est la norme jacobine, la même grille de lecture pour tous. » Alors ici, on est revenu sur quelques éléments. Est-ce que c'est ça les sources du cloisonnement des idées ? Est-ce que c'est ça les sources du jacobinisme rigide de la pensée en France ? Alors, c'est évident que toute l'histoire politique française, à partir de la Révolution, elle est complètement prise
dans ce combat idéologique qui va opposer différents courants de pensée. Ça, on ne peut pas faire abstraction, c'est une réalité. Et c'est une réalité qui va durer jusqu'à aujourd'hui. En parallèle, il y a ce que vous avez précisé, c'est-à-dire comment apparaît progressivement la structuration d'un système éducatif, particulièrement dans l'enseignement supérieur. Et ça, c'est un deuxième champ qui va créer ses propres contraintes, puisque, vous le savez comme moi, dès lors qu'il apparaît une nouvelle discipline, c'est une lutte pour l'imposer. La sociologie a dû lutter pour exister, la psychologie a dû lutter pour exister, parce que précédemment, il y avait des territoires bien définis et on avait du mal à, je parle des sciences humaines là, en l'occurrence, à voir apparaître d'autres disciplines. Cette lutte intestine de territoire au sein du monde académique, elle existe toujours, comme la lutte idéologique. Donc là, on a deux rails très importants qui conditionnent en fait l'évolution de notre système éducatif. Et puis il y en a un troisième qu'il faut bien prendre en compte aussi, c'est, et vous l'avez évoqué, il y a les sciences dures et les sciences molles, mais surtout, au-delà de ça, il y a le monde de l'ingénieur qui joue un rôle à la fois hyper structurant en France, mais qui évolue depuis pas mal de temps, tout simplement parce que les ingénieurs ne vont plus vers une partie d'entre eux vers l'industrie, mais par exemple vers la finance. Mais il y a aussi la manière dont est configuré ce monde de l'ingénieur. C'est-à-dire, le monde de l'ingénieur, et c'est normal, est polarisé sur l'innovation. D'accord ? Je suis ingénieur, ce qui m'intéresse, c'est de fabriquer un verre, mais dès lors qu'on veut amener cet ingénieur à aller sur d'autres terrains, c'est très compliqué. Et on reviendra peut-être sur ce sujet-là, mais en France, ce monde de l'ingénieur aujourd'hui, qui est et qui reste un des points forts de notre potentiel économique, est en même temps, et pas au sens macronien du terme, un problème en soi. Pourquoi ? Parce que c'est un monde qui a énormément de difficultés à sortir du cadre strict de l'innovation. C'est-à-dire adjoindre la compétition, il l'a admis, plus ou moins bien, mais alors adjoindre à l'innovation plus compétition toute la confrontation de ce que j'appelle les enjeux de guerre économique, alors là, ça devient très, très, très compliqué. Et si on vient sur la transdisciplinarité, c'est la quête du Graal, quelque part. Donc, on a un vrai souci, et ce cheminement sur les trois rails que je viens d'indiquer est compliqué, d'autant plus compliqué que lorsqu'on a le souhait de sortir un peu de ces rails pour qu'il y ait dialogue entre le monde idéologique, les territoires informationnels académiques et cette polarisation sur l'innovation et cette très grande difficulté à intégrer la confrontation économique, c'est le vrai défi, franchement, c'est le vrai défi éducatif auquel on se confronte encore en 2025, tous les jours. Oui, c'est la culture de l'entre-soi au final que... Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est pour ça que, je prends un exemple, hein, si je demande à l'économiste Piketty de travailler sur la guerre économique, telle que nous, on essaie de l'étudier, ça ne l'intéresse pas. C'est pas son problème. On commence comme ça. Mais ça sera la même chose si je vais vers des économistes libertariens ou ultralibéraux qui, eux, vont dire... mais vous nous parlez d'un mirage. Le vrai sujet, c'est le marché, c'est le business, etc. Et le reste n'existe pas. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un
de culture marxiste ou néo-marxiste qui va camper sur une vision très idéologique de l'exploitation de l'homme par l'homme et qui restera sur cette vision et qui va donc entièrement axer sa pensée sur les problèmes liés aux conséquences de cette exploitation de l'homme par l'homme et l'interprétation, disons, contemporaine de cette approche. Et Piketty s'inscrit quand même pas mal dans ce champ-là. C'est la même chose pour les libéraux ou les libertariens qui, eux, ne voudront pas sortir de cette logique d'affairisme, je ne sais pas comment la qualifier, parce que pour eux, le reste n'existe pas ou est insignifiant ou relève de l'anecdote. Donc, c'est ça la vraie difficulté. C'est-à-dire comment arriver, envers et contre tout, à faire en sorte qu'il y ait malgré tout des passerelles, c'est-à-dire qu'on comprenne un peu mieux l'évolution de l'idéologie, voir comment elle peut muter aussi, parce que l'idéologie, c'est pas quelque chose d'inerte. Comment on peut, envers et contre tout, aller sur les territoires figés du monde académique. Il était impossible de créer une nouvelle discipline d'intelligence économique au Conseil national des universités. C'était pas pensable. Quand a été très vaguement du bout des doigts, la question a été évoquée à la sortie du rapport Martre, on savait très bien qu'il n'y avait aucune chance pour faire émerger quelque chose de ce type. Donc, et si je vais vers le monde de l'ingénieur, en 2025, ça fait quand même 30 ans qu'on essaie de le sensibiliser. 30 ans, mais on est encore à peine au début de micro-passerelles pour susciter ce fameux esprit interdisciplinaire ou pluridisciplinaire dont vous parlez. Justement, vous parlez de ce mirage, mais est-ce que ce mirage, il repose pas aussi sur le fait que la pluridisciplinarité, même si ça fait la force d'un champ comme le champ de l'intelligence économique, ça peut aussi le rendre peut-être incompréhensible ou du moins inefficace dans l'esprit de certains? Alors, je suis entièrement d'accord avec vous, et ce qui me fait dire, parce qu'on est, comme vous, très lucide par rapport à tout ça, aujourd'hui, l'intelligence économique, on la comprend d'autant plus facilement si on travaille vraiment sur ce que j'appelle l'accroissement d'une puissance par l'économie. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que quand un pays décide d'aller sur cette voie, accroître sa puissance par des choix ou des projets ou des logiques d'expansionnisme économique et aussi les moyens liés à ça. Pourquoi l'intelligence économique devient un concept vivant ? Parce que si je veux comprendre pourquoi un pays est en démarche d'expansion économique, ça veut dire qu'il va exploiter les faiblesses de pays cibles avec lesquels il va vouloir commercer, ou dans lesquels il va vouloir s'implanter, ou dans lesquels il va exercer une forme de prédation économique, ou dans lesquels il va vouloir gérer une approche qui crée ce qu'on appelle une dépendance durable de ce pays par rapport à lui-même, etc., etc. Pourquoi l'expression intelligence économique devient légitime ? C'est parce que l'analyse en silo ne marche pas. Un pays expansionniste sur le plan économique, il fut un temps où il ne se cachait pas, c'est-à-dire quand le Japon impérial, entre les deux guerres, s'empare de la Mandchourie, crée l'état artificiel du Manchukuo, il invente peut-être une explication pour dire voilà pourquoi les troupes japonaises sont allées dans cette partie-là, pour sécuriser telle ou telle chose, mais il est quand même occupant, il colonise un territoire, il va l'industrialiser, d'ailleurs de manière assez étonnante, il va en faire un des points d'appui très importants de l'économie impériale japonaise, en appui à la future économie de guerre, en appui aux logiques de recherche, d'expansionnisme économique japonais, la fameuse recherche d'une sphère de coprospérité asiatique, etc., pour contrebalancer l'impérialisme dit occidental. Bon, là,
pourquoi c'est intéressant d'être dans la transversalité et l'intelligence économique. C'est que si je fais un focus sur qu'est-ce qu'ils ont fait en Mandchourie, pourquoi l'expérience de l'État du Mandchoukouo implique-t-elle une vision pluridisciplinaire où, et là je vois apparaître le mot intelligence économique, où on essaie de comprendre comment il y a cet accroissement de puissance par l'économie. Je le répète, comme un perroquet, on a une compagnie de chemin de fer japonaise, copiée sur les compagnies de chemin de fer qui allaient de l'Est à l'Ouest des États-Unis à la fin du 19e siècle, parce qu'il y avait des coulis japonais qui avaient travaillé et qui étaient revenus au Japon et qui avaient expliqué comment ces compagnies progressaient dans cette conquête de l'Ouest. des systèmes, oui, on peut dire même de l'Ouest, mais par le biais du transport. Ensuite, on voit apparaître une administration qui gère un territoire, qui crée une université, une police, un système fiscal, un système administratif et une armée locale de l'armée japonaise qui est complètement maillée à cette administration qui est aux mains de la compagnie de chemin de fer japonaise. Donc là, on a un modèle hybride qui n'est pas le même, on ne peut pas le retrouver partout ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour en comprendre les mécanismes, pour en comprendre les jeux de pouvoir, pour comprendre comment tout ça progresse, pourquoi on va voir apparaître le futur groupe Nissan qui naît sur ce périmètre, etc. Et pourquoi c'est les cadres organiques, pour prendre une expression gramscienne, qui vont être le fer de lance de cet état fantoche du Mandchoukouo, mais qui est un porte-avions de l'accroissement de puissance par l'économie du Japon impérial, à la fin de la guerre, il y a là-dedans des gens qui sont devenus criminels de guerre, qui ne seront pas fusillés ou pendus, et qu'on va réembaucher ensuite quand les États-Unis laisseront le Japon de nouveau un peu la tête hors de l'eau au début des années 50, dans le futur ministère de l'Industrie et du Commerce, le fameux MITI, et ces individus qui ont fait leurs premières armes dans l'état fantoche du Mandchoukouo, sous l'angle de l'accroissement de puissance par l'économie, pour créer une véritable industrie, on peut dire même de combat, qui va servir le Japon impérial dans son effort d'économie de guerre. Là, si je mets un ingénieur qui va analyser la situation, il va analyser quoi ? La performance d'une industrie, ou voir l'embryon du groupe Nissan qui est en train de naître. Si je mets un financier, il va regarder la rentabilité des entreprises. Si je mets un administratif, il va regarder mais comment s'est créée l'administration locale de cet État fantoche. Si je mets un militaire, il va examiner le potentiel de l'armée d'occupation japonaise sur zone. Mais je n'ai pas l'analyse globale à partir de ces différentes analyses de travail en silo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir cette analyse globale. Et pour avoir cette analyse globale, il faut que j'ai une matrice de réflexion. Et là, pour le coup, l'intelligence économique, c'est pas l'application du cycle du renseignement au sens où le rapport Marx le colle dans sa définition. Là, on est dans la valeur réelle du concept, c'est-à-dire c'est la capacité d'avoir l'approche globale par la pluridisciplinarité et voir quel jeu stratégique en découle. Donc, en 2025, l'exemple que je viens de vous donner, mais c'est ce que nous, on essaie aujourd'hui de réaliser dans les travaux du CR 451, c'est-à-dire des grilles de lecture qui ne sont pas les grilles de lecture de McKinsey ou de cabinets de ce genre, non, qui sont des grilles de lecture qui correspondent à ce que je suis en train de dire. Parce que dans l'économie mondiale de 2025, si j'essaie de comprendre l'impérialisme économique turc sur la zone turkmane de l'ex-empire soviétique, etc., ou l'expansionnisme turc vers l'Afrique, comment il s'exprime, quelles sont ses bases d'appui, quelles sont les forces à la manœuvre, quel lien entre Erdogan, son courant politique, ou l'État turc, ou l'armée turque, et les activités industrielles turques. Là, je retrouve toute la pertinence d'une démarche d'intelligence économique, parce que je vais avoir une approche globale, et je vais analyser le développement, non pas comme le fait Piketty, avec des logiques de chiffres et d'analyse sont tout à fait pertinentes, mais qui sont sectorielles ou qui correspondent à une approche bien précise, soit de l'étude de la pauvreté ou des... Non. Moi, je suis sur
comment telle multinationale turque va être en pointe sur l'approche de tel pays. Quel est le soutien gouvernemental turc dont elle bénéficie? Quels sont les moyens d'influence dont elle bénéficie? Et là, on retombe une fois de plus sur la pluridisciplinarité. On va refaire un petit peu d'analyse comparée dans un second temps dans cet entretien. Je voudrais revenir sur les quelques tentatives qu'on a eues en France, ou au moins des ébauches de flexibiliser des structures pour intégrer plus de transdisciplinarité. On a quand même eu, je pense à la loi Faure de 68 sous De Gaulle, je pense à les laboratoires mixtes du CNRS, l'école alsacienne dans laquelle vous avez aussi été professeur. Il y a le pôle de compétitivité, c'est en 2004-2005. Tout ça, c'est des structures qui tentent d'intégrer une forme de transdisciplinarité, d'intégrer plusieurs chercheurs de plusieurs disciplines pour les faire penser ensemble et créer une forme d'intelligence collective. En quoi est-ce suffisant ou insuffisant pour vous? Alors, vous avez parfaitement raison. Il y a eu des tentatives et si on les prend une par une, on verra qu'il y a une certaine richesse en termes de bilan. C'est incontestable. Mais, et là c'est le problème, c'est des tentatives éparpillées à l'intérieur de la réalité française et je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un dialogue entre ces différentes tentatives, un échange, une sorte de salon annuel de ce genre de démarche pour dire voilà, nous on fait ça et vous en êtes où, est-ce qu'il y a un intérêt de se parler, comment on peut échanger des expériences. Il n'y a pas eu ça en fait, ou si ça a eu lieu, c'est vraiment dans des cas très particuliers, mais on n'a pas le recul pour se dire. Vous parliez par exemple des pôles de compétitivité. Les pôles de compétitivité, c'est pas nous qui avons inventé, je parle des Français, le concept, mais on s'est dit oui, ça a de l'intérêt, on va essayer de le greffer en France, mais très vite, on s'est heurté à deux problèmes, c'est-à-dire, oui, c'est bien des pôles de compétitivité, mais il faut, comme on n'a pas tellement d'argent, déjà à l'époque où ça apparaît en France, il faut que le pouvoir politique définisse des axes stratégiques prioritaires et que l'argent aille sur ces axes stratégiques prioritaires. Or, le pouvoir politique, malheureusement, il fonctionne en France surtout avec une priorité politicienne majeure, c'est-à-dire j'arrose pour conforter mon assise électorale, conforter mon assise d'élus locaux, conforter toutes les parties prenantes qui vont venir au contact de ces fameux pôles de compétitivité. Et en arrosant, donc en démultipliant l'aide, je ne peux pas avoir une aide centrée sur 2-3 stratégies prioritaires pour avoir un but très précis qui sortent de toutes ces contraintes de faire plaisir des clientèles. Et les clientèles, ça peut être, elles peuvent être de nature purement élus locaux, elles peuvent être des structures de multinationales qui sont en chasse de ces crédits, parce qu'elles ont compris que c'est toujours intéressant de récupérer des crédits par ce biais-là. Ça peut être même des réseaux de chercheurs, ça peut être... bref, ceux qui ont compris que le système fonctionnait comme ça et qui vont chercher l'argent là où il est. Donc, on a un problème dans ce pays, c'est déjà de faire le bilan des expériences dont vous venez de parler. Vous parliez de l'école alsacienne. À l'époque où moi j'ai enseigné 4 ans là-bas, il y avait Georges Accard qui avait créé une sorte de lycée expérimental privé dans un cadre très précis puisque c'était des gens qui étaient en Alsace et quand il y a eu la défaite de 70, ils se sont pliés sur Paris pour créer pour ça qu'ils appellent école alsacienne. C'est des réfugiés alsaciens d'un territoire occupé par l'Allemagne. Et il y a eu, vraiment des tentatives allant dans ce sens très encourageantes. Mais insuffisantes. Mais oui, Okay. parce que comme le système ne les reprend pas, les regarde de loin, là je parle du ministère de l'Éducation nationale, les tolère, mais il n'y a pas cette capacité de se dire ah, là il se passe quelque chose de vraiment bien, quelles leçons à tirer et comment transplanter ça même dans l'éducation nationale publique par exemple. Alors là, vous voyez déjà je suis dans X-Files.
Je vais peut-être utiliser un terme qui va faire grincer des dents, mais est-ce que c'est une forme de planification à travers l'État qu'il faudrait envisager, quelque chose de beaucoup plus homogène en fait? Écoutez, on a un exemple, il faudrait... le mettre sous les yeux de l'ensemble du tissu éducatif français, mais je ne suis pas sûr qu'il ait envie de le regarder, c'est l'Inde. Je parlais de l'Inde. L'Inde, moi un jour, un étudiant indien qui avait fait l'EPITA, qui a ensuite fait le GE et qui est vraiment, moi qui m'a appris beaucoup de choses, m'a expliqué, mais tu sais en Inde, que s'est-il passé pour voir apparaître une industrie informatique en Inde? Eh bien... le pouvoir politique indien, à un moment donné, a dit, écoutez, on va geler sur une période d'une quinzaine d'années un certain nombre d'enseignements au niveau de l'enseignement secondaire et on va obliger le système à concentrer ses efforts sur les maths, l'initiation à la programmation, etc. C'est une décision politique. C'est pas un Elon Musk indien, etc. C'est une décision politique, d'accord ? Et de cette décision politique, l'expérience a eu lieu, ce qui a permis de faire sortir un certain nombre de classes d'âge qui avaient été formées comme ça, pour faire apparaître dans l'université indienne des structures de formation de techniciens puis d'ingénieurs, donc d'informaticiens, et ce qui a permis, in fine, de créer en Inde un appel d'air pour faire venir des entreprises occidentales qui ont délocalisé en Inde, parce que bien évidemment, ils ont joué sous les coûts salariaux des ingénieurs informaticiens indiens, et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'Inde a une infrastructure en industrie informatique qui est absolument remarquable et très intéressante. Vous imaginez qu'en France, on dise au monde enseignant, pour des raisons absolues d'accroissement de puissance par l'économie, parce qu'on n'a pas le choix, nous allons geler telle catégorie de programme, c'est ce que Trump peut faire, parce que nous avons décidé, nous, pouvoirs politiques, de créer un secteur tout à fait nouveau sur le terrain industriel qui implique un tel effort, c'est impossible. C'est pas ce que Trump a mis en place en gelant toutes les aides à la recherche et développement. Alors, faut un peu faire le tri dans ce qu'il fait. C'est-à-dire, c'est quand même un personnage un petit peu particulier parce que lui, il est à la fois sur le combat idéologique, il est sur la création de nouveaux territoires, en fait, industriels, ou essayer de ressusciter ceux qui ont été perdus. Et puis, il est quand même sur des logiques très pragmatiques au niveau du monde des affaires. Mais très certainement, dans le périmètre du système américain, le système américain, l'expression accroissement de puissance par l'économie, c'est pas une expression creuse. Donc on va retrouver, bien entendu, des traces de ça, et surtout dans le monde immatériel d'ailleurs. Mais j'insiste, parce qu'il faudra le répéter je ne sais combien de fois, le monde éducatif français, les syndicats d'enseignants français, quelle que soit leur couleur politique, l'administration de l'éducation nationale, les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, tous ces gens-là ne sont pas prêts à des audaces de ce genre, comme celle que l'Inde a démontré avec les résultats qu'on peut constater aujourd'hui. Ça, c'est un de nos problèmes. Là, c'est pas un plafond de verre. Là, c'est un mur infranchissable. C'est très compliqué. Il faut vraiment être conscient. Ce qui veut dire que la créativité est possible, mais elle est possible dans certains domaines et pas dans d'autres. Regardez, vous parliez d'expérience originale, l'école des hautes études en sciences sociales, ça fait partie de cette expérience originale, même si le HESS a muté dans le temps, etc. Mais on voit bien que
l'establishment, pour reprendre le mot anglais, du système éducatif à regarder ça quand même avec une certaine condescendance ou un certain recul. Vous qui parliez de transdisciplinarité, c'est compliqué de geler tout un pan de ce que pourrait être le milieu universitaire pour en privilégier un autre au final. C'est contre-productif. Alors, tout dépend ce qu'on veut faire en fait. Oui. C'est-à-dire que je prends un exemple qui, moi, m'interpelle de plus en plus. On voit arriver l'outil intelligence artificielle. J'ai bien dit l'outil. J'ai pas dit la recette miracle. Il est évident que, il faut en étudier sa fabrication, c'est-à-dire le chargement en connaissances, et surtout pas faire l'impasse là-dessus. C'est-à-dire que si l'intelligence artificielle, c'est le monde anglo-saxon qui, en amont, et ça c'est humain, charge en connaissances, oui, peut-être qu'en médecine, on va charger de la connaissance où tout le monde est à peu près d'accord sur son utilité. Mais dès qu'on va sur les terrains beaucoup plus touchy, compliqués, géopolitiques, culturels, voire éducatifs, voire compétitifs dans certains domaines, sur des logiques de normes, sur des choses comme ça, il y a des choix qui vont être faits en amont. Et si ce sont d'autres que nous qui chargeons en connaissance, en quoi avons-nous la certitude que lorsqu'on va utiliser comme outil l'intelligence artificielle, ce qui va en sortir comme note de synthèse représente réellement la connaissance que nous cherchons, nous, à utiliser? Si c'est une connaissance orientée en amont. Ça, cette question de base, mais qui, en France, dans le monde de l'intelligence artificielle, se la pose? La neutralité n'existe pas dans le chargement de connaissances. Alors, si vous allez me dire, je le répète, on peut trouver une neutralité dans ce qu'on va écrire au niveau des traités de médecine, quoi, qu'il peut y avoir des débats malgré tout là-dessus, mais on peut arriver à une synthèse. On va trouver une neutralité, c'est vrai que définir un plan sur un cours dans l'enseignement secondaire ou de français, par exemple, où on a à peu près tout le monde d'accord sur les grandes lignes de ce qu'on peut qualifier comme structure de l'enseignement du français, là, l'intelligence artificielle va fonctionner très très bien. Mais si je vais sur un terrain beaucoup plus compliqué, qui est, tiens, c'est quoi la prédation économique ? On vient de sortir, nous, un ouvrage aux éditions VA Éditions. Et VA, c'est pas Valeurs Actuelles. Hein. VA, c'est VA. Et ça n'a rien à voir avec Valeurs Actuelles. Qu'est-ce que c'est que la prédation économique ? Pourquoi les anglo-saxons ne travaillent-ils pas sur la prédation économique ? Pourquoi ne travaillent-ils que sur la corruption ? Ça, c'est une question intéressante. Si j'utilise l'IA pour travailler sur ça, si je tape corruption, je vais avoir énormément de résultats. Si je tape prédation économique, comme ce sont les anglo-saxons qui ont chargé en amont, ils n'utilisent pas ce concept. Donc vous voyez, j'ai déjà un problème. Pourtant, nous, on travaille sur ce concept. Et on sait le définir. Et on sait mettre des mots-clés derrière ça. Donc, c'est un vrai débat. C'est-à-dire que la connaissance n'est pas neutre. La connaissance, c'est pas simplement les territoires personnels de ceux qui ont la connaissance. Vous savez qu'il y a une grande conflictualité entre universitaires sur leur propre parcours individuel. C'est humain, je ne remets pas ça en question. Mais là, c'est autre chose dont je parle. C'est pas des territoires individuels, c'est des territoires collectifs. C'est-à-dire comment on utilise cette connaissance et qui manipule le chargement amont de cette connaissance. Je pense sur cette dernière question, il y a une question qui me trotte dans la tête et je vais me faire peut-être l'avocat du diable sur cette question, mais le constat que vous dressez, c'est orienter
l'enseignement supérieur dans un mode de guerre économique, puisqu'il y a des niveaux de prédation très importants. Et donc, il faudrait de fait intégrer beaucoup plus de transdisciplinarité pour améliorer aussi la compétitivité, pas seulement des entreprises, mais carrément de la France et de notre capacité à se défendre. Certains pourraient dire, mais le risque, c'est la marchandisation du savoir. C'est d'orienter le savoir vers exclusivement de la productivité et de la compétition. Alors, excellente question. Excellente question, pourquoi ? Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas non plus de faire du bourrage de crâne avec de la guerre économique à tous les étages. Ce n'est pas ce que je veux dire. Et c'est d'autant moins ce que je veux dire qu'il est évident, par exemple, que si on travaille sur la question agricole, moi je suis autant intéressé par des gens qui ont très peu de moyens et qui ont une activité qui tourne le dos aux enjeux de marché, parce qu'ils peuvent faire des produits tout à fait savoureux, utiles, précieux. Et là, je vais rentrer dans l'univers des terroirs. De l'affect. Et de l'affect lié au terroir. Et c'est pas rien. Et cet univers-là, je me souviens un jour, je vais dans le Pays Basque côté français, ils nous disent, voilà, on a des terroirs, on a des produits locaux, et on a un problème, c'est qu'on a une demande étrangère qui vient vers nous et on ne peut pas la satisfaire. Et là, il y a un vrai piège, parce qu'on a le choix entre deux optiques. Soit on dit non, on n'en a pas assez et on ne peut pas satisfaire votre demande, soit on va commencer à créer des produits faits ailleurs et sur lesquels on met notre griffe de terroir. Et vous voyez, là, il y a déjà deux mondes qui apparaissent. Donc, vous avez bien compris, en tout cas pour ce qui me concerne au niveau individuel, s'il y a un produit de terroir, s'il ne peut pas satisfaire tout le monde, c'est comme ça, point à la ligne. Et non pas, si je veux gagner de plus en plus d'argent, faire de plus en plus de profit, je vais mentir, créer le produit hors sol ailleurs et mettre la griffe du terroir initial. Donc là, effectivement, il y a des positionnements qui vont être très différents, il y a des orientations qui vont être très différentes, mais dans l'approche que j'ai du sujet, j'ai bien compris qu'il y a des logiques de marché, qu'il y a des logiques qui ne sont pas les mêmes que les logiques de marché. Si je prends le marché des fromages, par exemple, on a plusieurs centaines de fromages en France. Si je vais aux Pays-Bas, eux, ils ont les fromages blancs et les fromages jaunes, d'accord ? Et leur but, c'est le marché mondial. Et bon, je dis pas qu'il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas que des mauvais fromages blancs ou jaunes aux Pays-Bas, parce qu'ils cherchent malgré tout parfois à avoir une stratification dans la hiérarchie de leurs deux grandes catégories de fromages. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France. Et si on considère que c'est le marché mondial qui prime et qu'on oublie la particularité de la France sur son offre et sa grande richesse de catégories de fromage, là, une fois de plus, on choisit deux orientations différentes. Merci à tous de nous avoir écoutés. Pour retrouver toutes nos analyses et nos veilles, rendez-vous sur notre site zolti.fr. N'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Et à très vite pour un nouvel épisode des podcasts de Zolti.